nous avons proposé, Serge Soudoplatov et moi-même, de discuter pendant une dizaine de minutes d'un sujet qui nous préoccupe tous les deux, mais avec un point de vue sans doute différent, pas nécessairement une divergence de vue, mais des compétences qui ne sont pas les mêmes, et qui est la question de politique 2.0, e-government, e-démocratie, enfin ce que ce que le numérique fait à la politique. Serge, si vous l'avez entendu ce matin, je ne sais plus, c'était 4h30, c'est ça 4h30, oui. 4h30, c'était absolument... Moi, je l'ai dit à Serge, qui est un ami, hein, c'était brillant et très impressionnant. Vous verrez la vidéo, vous direz que j'avais raison. Serge est un polytechnicien, moi je suis un prof de sciences politiques, donc on n'a pas tout à fait le même profil. Lui, c'est un savant. Tu as fait des sciences exactes, moi j'ai des sciences qu'on appelle les sciences molles, toi les sciences dures. Alors peut-être... Si tu me permets, vas-y. Après Polytechnique, j'ai fait de la cartographie et les sciences molles et les sciences dures se retrouvaient sur un point qui était la toponymie. Et je me souviens d'un ingénieur de l'IGN qui rentrait d'une campagne en Afrique où, entre autres, il fallait qu'il mette à jour la carte. Et donc, il est allé là, puis il dit alors, ça s'appelle bien le Djebel Maktoub, ça, et puis le Wadi Rum, et puis il sentait qu'ils étaient embêtés. Puis à un moment, il lui dit écoute, on va te faire un aveu, celui de l'année dernière qui est venu il y a 5 ans, il n'était pas sympa comme toi. Donc, quand il nous demandait le nom de quelque chose, on lui répondait n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va te donner les vrais noms de tous les lieux sur la carte. Alors, on va peut-être commencer par Serge Soudoplatov, qui va nous dire, puisqu'on s'est mis d'accord tout de même là-dessus, comment se présente pour lui la politique numérique ou les effets du numérique sur la politique. Hein, tout à fait, oui. Alors en fait, l'idée, c'est de parler aussi un peu de citoyen 2.0. Parmi les fondamentaux de l'Internet, Internet, c'est quand même un système qui favorise plus la collaboration que l'affrontement. C'est un système qui est beaucoup plus basé sur la confiance que sur la méfiance. Hein. Si vous introduisez la méfiance dans Internet, ça marche vraiment pas bien, quoi. Et beaucoup de gens voient encore politique 2.0 comme du top-down. Hein. Le gouvernement améliore ses relations avec les citoyens, mais c'est le gouvernement ou l'administration qui émet, etc. Alors c'est très bien, bien sûr. Hein. L'open data, c'est probablement une des choses les plus extraordinaires. Pas tant parce qu'on veut savoir ce que les gouvernements font de nos données, mais parce que quelque part, faire de l'open data force l'administration à se poser la question de sa propre efficacité. Moi, je discute souvent avec des gens qui me disent moi, j'ai pas de moyens. Je dis mais la meilleure manière d'avoir des moyens, c'est de te poser la question de ton efficacité. Mais il ne faut pas oublier que les fondamentaux de l'Internet, c'est qu'aussi les gens parlent entre eux et les gens prennent la main. Alors, je voudrais vous raconter 3 histoires qui se sont produites, qui pour moi sont symptomatiques de ce que l'Internet, l'impact qu'Internet puisse avoir sur la politique. Le premier de ces événements se passe en 2009. Les députés anglais sont accusés de faire des dépenses qui n'ont pas grand-chose à voir avec leur statut de député et donc de dépenser de l'argent public inutilement. Et donc, ils sont sommés de projeter, de montrer sur un site web leur note de frais. Et moi, j'adore les Anglais parce qu'ils sont vraiment open data, donc ils ont dit oui. Et j'adore les Anglais parce qu'ils savent être extrêmement vicieux. Ils ont donc fait un site sur lequel ils ont publié 453 000 scans absolument pourris, genre fax de notes de frais en noir et blanc, où on voyait à peine les chiffres et tout. Donc, vous voyez, absolument illisible automatiquement. La seule classification, c'était par député. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le journal The Guardian a fait un site web, ça lui a pris une semaine. N'importe quel internaute pouvait se connecter au site. On lui présentait une des notes de frais au hasard, et l'internaute disait si c'était intéressant, pas intéressant, et si c'était intéressant, disait ce que c'était, remplissait le montant et remplissait la destination. Eh bien, en 2 ans, plus de la moitié de la base de données a été comme ça rentrée. On pouvait commencer à interroger la base de données. Donc vous voyez, quand la foule se met à faire des choses collaboratives, eh bien, ça donne une puissance assez extraordinaire. La deuxième histoire se passe en France. Ce sont les gens qui ont créé nosdéputés.fr.
Alors, nosdéputés.fr, c'est un site, vous pourrez y aller voir, sur lequel vous prenez n'importe quel député de cette législature ou de l'ancienne d'ailleurs, et vous avez tout un tas d'informations passionnantes. Le temps qu'il a passé dans les commissions, quel sujet il a traité, est-ce qu'il a proposé des textes de loi, quelque chose pour moi que j'aime beaucoup, qui est quel est son champ lexical, quels sont les mots qu'il prononce le plus souvent, et ça donne, je dirais, un état assez intéressant du travail effectif du député. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement ça, c'est pourquoi ce site existe. Et en fait, il se trouve que j'ai rencontré les jeunes qui l'ont fait. Ce sont des informaticiens, des hackers, on pourrait dire, et qui se sont passionnés pour la politique. Et qui se sont aperçus qu'il y avait une différence énorme, ils allaient assister au débat à l'Assemblée, qu'il y avait une différence énorme entre la séance du mercredi devant les caméras de télévision où on reproduisait le bon système français à se cogner, les combats de coq, etc., et les séances des autres jours où il y avait des gens qui travaillaient, même parfois bipartis, de 8 h du matin jusqu'à 3 h le lendemain matin, et qui véritablement s'impliquaient. Et moi, j'aime bien cette idée de dire, eh bien, Internet, ça vous montre de manière neutre quel est le travail effectif, c'est-à-dire on est vraiment à l'opposé du modèle de la télévision, qui est un modèle où on ne montre que tout ce qui fait bling-bling et puis tout ce qui est affrontement. Et finalement, c'est assez rassurant de voir que grâce à Internet, aujourd'hui, on peut arrêter cette image de la France qui n'est capable que de se taper dessus et que de s'affronter. Et la troisième histoire, on l'avait partagée avec Dominique, s'est produite en Australie il y a à peu près un mois. Donc Julia Gillard, l'ancienne Premier ministre, était une femme très impliquée dans l'environnement, et l'Australie a été le premier pays au monde à lancer une taxe carbone, et donc assez novateur. Et en plus, elle avait créé une commission, The Climate Commission, qui était en charge de faire le suivi de l'impact de cette taxe, mais qui aussi était en charge de faire un peu de pédagogie, donc de parcourir tout le pays. Pour mémoire, l'Australie, c'est un pays qui fait 4000 km sur 3000 et qui a 22 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près un petit peu plus que l'Île-de-France, pour vous donner une idée. Et donc cette commission a commencé son travail. Et puis, changement de Premier ministre, Tony Abbott, lui, est contre cette idée de changement climatique. Il ne passe son temps à nier. Même le typhon des Philippines, ce n'est pas du tout des problèmes de climat. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc, première chose qu'il fait, il supprime cette commission. Aucun problème. L'universitaire en charge de cette commission fait ni une ni deux. Il ouvre un site de financement participatif, de crowdfunding, et en 15 jours, il lève $1 million. Et donc, il a pu continuer. Alors, ça ne s'appelle plus la Climate Commission, ça s'appelle le Climate Council. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous, les hommes politiques, vous pouvez déclarer ce que vous voulez. Les citoyens, aujourd'hui, ont, au travers de ces financements participatifs, ont les moyens d'exprimer leurs souhaits, de voir une politique se constituer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle même plus d'opinion, on parle véritablement de gens qui mettent la main au portefeuille, et ça, comme vous le savez, c'est quand même plus intéressant, plus important que simplement dire « je suis d'accord » ou « pas d'accord ». Moi, ma réaction face à ce phénomène technologique et culturel qui est en train de transformer en profondeur l'activité politique, elle est de poser une question à laquelle je n'aurai pas le temps de répondre, et si j'avais le temps, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre, donc je vais profiter du peu de temps qu'il me reste pour ne pas y répondre, mais quand même la poser, qui est que dans nos systèmes démocratiques, je parle de la démocratie représentative, dans le système dans lequel nous vivons, qui est un très bon système, qui a montré bien sûr des défauts, mais sa robustesse et son efficacité, que je considère comme être le meilleur des systèmes aujourd'hui, en tout cas pour ma part. La compétition électorale suppose de mobiliser les électeurs, et donc d'organiser la mobilisation à travers des organisations spécialisées qu'on appelle les partis politiques. Et pour qu'un parti politique, organisation spécialisée dans la mobilisation des électeurs, dans la sélection des candidats et des cadres d'une organisation politique, pour que ce soit efficace, il faut de la discipline. Le mot militant vient du mot militaire. Les partis politiques ont été organisés à la fin du XIXe siècle pour embrigader les masses électorales. C'était au moment de la naissance du suffrage universel, entre guillemets, masculin en réalité.
Mais enfin, il y avait des millions d'électeurs à mobiliser. En France, le passage du suffrage censitaire au suffrage masculin correspond au passage de 600 000 électeurs à 10 millions d'électeurs. Donc vous voyez que c'est quand même pas la même échelle. Et donc ces machines qui ont été inventées reposent fondamentalement sur une organisation hiérarchisée et sur un fonctionnement disciplinaire. On ne mobilise pas les citoyens pour les amener à coproduire quoi que ce soit, on les mobilise pour soutenir un parti, ses candidats, et au moment des élections, entraîner d'autres électeurs dans la victoire. C'est un modèle qui peut vous apparaître comme un peu paradoxal, mais c'est le modèle démocratique. La démocratie suppose des partis politiques s'il y a des élections. Eh bien, la question que je me pose, et le paradoxe, peut-être que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il est que si on prend les indications que Serge Soudoplatov vient à la fois de rappeler, puis de mettre en scène avec des histoires extrêmement significatives, et si nous ajoutons à ça nos partis politiques, il y a une contradiction. Nos partis politiques ne sont pas faits historiquement, culturellement, fonctionnellement, du point de vue des mentalités, ne sont pas faits pour accueillir cette révolution technologique. Et donc nous avons et ce qu'elle implique bien sûr. Nous avons donc deux conséquences possibles. La première conséquence, c'est que les partis politiques refusent la révolution numérique et disparaissent. D'abord se réduisent, puis disparaissent. Ou bien les partis politiques intègrent cette révolution numérique, mais alors il faut tout réinventer, puisque les partis politiques sont fondés sur des principes d'action, de mobilisation et d'organisation à peu près parfaitement contradictoires avec toutes les logiques, tous les principes que suppose la démocratie électronique et les outils aujourd'hui à disposition des citoyens grâce au net. Voilà.